toutes et à tous et bienvenue dans ce 1540 Live RTS QVT. C'est la deuxième année, la deuxième saison et on démarre aujourd'hui avec les nouveautés de la loi santé au travail qui a été votée cet été. Et pour ce faire, donc, j'accueille Florence Monteil et Diane Lemoine qui sont toutes les deux avocats spécialisés en droit du travail à Paris, à LM Avocat. Diane et puis Florence, c'est à vous pour l'exposé. Alors bonjour à tous, donc nous sommes partis du cabinet LM Avocat, donc un cabinet spécialisé en droit du travail et de la sécurité sociale à Paris, et nous nous intéressons plus particulièrement aux conseils à l'attention des employeurs de toute taille et de tout champ d'activité, mais également à toute la sphère relative à la santé au travail. Alors, pour cette loi, donc du 2 août 2021, publiée au journal officiel 3 août, donc il y a eu beaucoup de tergiversations, de grandes discussions très longues qui ont donné lieu donc à un texte très dense. Nous avons fait le choix de synthétiser et de choisir donc 6 thèmes. Donc d'abord la présentation générale émergence de la loi santé au travail, puis la réforme concernant les règles du DUERP, du document unique de prévention des risques professionnels, la création du passeport de prévention, la réforme du suivi médical du travailleur, donc au sens large, donc on développera cette notion, un point spécial sur la notion de harcèlement sexuel qui quand même peut impliquer pas mal de changements, et la formation des IRP, des représentants du personnel. Alors, on va faire un petit focus très rapidement justement sur cette fameuse loi santé. Donc, Florence vous l'a dit, elle a été promulguée le 2 août dernier. Et c'est surtout qu'en fait, elle reprend l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, qui, vous le savez, avait été transposé par les partenaires sociaux qui avaient réfléchi pendant plusieurs sessions à la santé au travail. Donc cette loi est complète et très dense. Elle contient plus de 40 articles, 4 objectifs majeurs de la loi qu'on a pu identifier. Tout d'abord, la loi, elle est là pour renforcer la prévention au sein des entreprises et notamment faire qu'il y ait un vrai processus d'évaluation de tous les risques auxquels peuvent être exposés les salariés. Ensuite, la loi elle a pour objectif de redéfinir les rôles de services de santé au travail, qui vont d'ailleurs changer de nom, puisqu'il devient avec ce sigle SPST, donc service de prévention et de santé au travail. Et on verra sans doute tout à l'heure, et puis peut-être à l'aune de vos questions, qu'il y a une redéfinition de leur rôle, de leur mission, mais même de leur gouvernance. L'autre objectif de la loi, c'est d'améliorer l'accompagnement de certains publics et notamment de lutter contre la désinsertion professionnelle. Et on vous expliquera aussi, pour ceux qui ne maîtriseraient pas cette notion, ce que cela englobe. Et enfin, la loi va permettre de réorganiser la gouvernance de la prévention de la santé au travail avec notamment les fusions de certains services. Cette loi, qui est rentrée en vigueur le 3 août dernier par la publication de JO, certaines dispositions, la majorité des points visés par la loi, vont devoir être adoptés par les entreprises très concrètement avant le 31 mars 2022, sauf exception, qu'on verra sans doute tout à l'heure aussi. Alors pour commencer, donc les règles qui vont impacter la mise en place, l'élaboration et le fonctionnement du document unique de prévention des risques professionnels. Donc vous le savez, c'est un document qui est obligatoire à partir du moment où un employeur embauche un salarié. Donc dans toutes les structures qui embauchent donc les salariés. Et donc l'apport de cette loi, c'est essentiellement la traçabilité collective qui va pouvoir être réalisée pour avoir accès donc à ce document de manière plus facile, mais surtout pour suivre finalement l'évolution de ce document. On sait aujourd'hui que les documents uniques de prévention des risques professionnels ne sont pas obligatoirement, ils sont datés, mais il n'y a pas de traçabilité. On sait également qu'il y a une obligation de réformer, de réviser chaque année ce document, mais le suivi n'est pas effectif, donc c'est pas très efficace.
Donc, cette loi, elle vise à renforcer vraiment l'efficacité de ce document. Donc, c'est l'article 4121-3-1 du Code du travail qui prévoit les modifications. Donc, l'employeur va devoir transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l'évaluation des risques. Donc, ça, c'était déjà ce qui était prévu, mais c'est de nouveau martelé. La grande différence, c'est que pour les entreprises d'au moins 50 salariés, il va y avoir une mise en place obligatoire d'un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail qui doit être présenté au CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Donc c'est le programme annuel qui va devoir présenter ce que l'entreprise projette de réaliser dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pour améliorer les conditions de travail des salariés. Ce sera une obligation. Pour les entreprises de 50 salariés, la contrainte est moins forte et on comprend. Donc, ces entreprises vont devoir définir les actions de prévention des risques qui devront être consignées dans le DUERP et qui devront également être présentées au CSE s'il en existe un. C'est très bien que le CSE, donc, il est obligatoire à partir de 11 salariés. Donc, dans ce programme annuel de prévention, eh bien, on devra trouver les conditions d'exécution des mesures qui sont projetées, mais également des indicateurs de résultats, les estimations des coûts pour l'entreprise, évidemment, pour mettre en œuvre ces conditions d'amélioration et mettre en évidence également, identifier les ressources que l'entreprise va devoir mobiliser pour améliorer la prévention. Alors, le CSE, donc, peut être consulté pour la réalisation, pour l'élaboration, mais également pour les modifications du document dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc ça, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation de faire participer le CSE, mais c'est quand même recommandé, parce que c'est quand même, je dirais, dans la logique de cette évolution. Également, le document unique de prévention des risques professionnels, dans cette logique de traçabilité, devrait être conservé pendant une durée d'au moins 40 ans, ainsi que toutes les versions successives. Alors, pour ce faire, va être mis en place un dépôt dématérialisé sur un portail numérique. Et ce portail numérique va être administré par un organisme qui sera géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national. Tout cela n'est pas encore fait, mais va devoir être mis en place. Évidemment, il y a la garantie, il va y avoir des garanties de confidentialité, respect du RGPD et un cahier des charges qui devra être défini par décret dans les mois qui viennent. La mise à place de cette procédure obligatoire de dépôt dématérialisé eh bien, se fera de manière progressive. Donc, 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés et 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Donc, ça va se faire de manière progressive, mais je dirais qu'effectivement, c'est le moment de réfléchir à l'évolution du DUERP dans ce sens. Après le petit focus sur le DUERP, on a choisi de vous présenter la création du passeport de prévention, qui est une des nouveautés phares aussi de la loi. Donc ce passeport de prévention, il ne faut pas confondre avec ce dont on entend parler depuis plusieurs mois, le passeport vaccinal. Là, le passeport de prévention, c'est un registre, un document qui est tout dédié, qui appartient qui va consigner en fait toutes les formations que son employeur lui aura fait suivre ou qu'il aura lui-même choisi de suivre dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Donc, sur ce passeport seront consignés les attestations, les certificats, les diplômes que le salarié aura obtenus de son initiative ou de celle de son employeur. On attend, alors comme dans la loi, comme souvent dans toutes les lois, là on attend les décrets d'application sur la date bien précise de l'entrée en vigueur du passeport de prévention. Mais en tout état de cause, le législateur a souhaité que ça rentre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022, donc dans un an pile, quasiment de date à date. Autre point qu'on a souhaité évidemment vous présenter, et si vous avez des questions sur ce sujet, puisqu'on va assez vite, n'hésitez pas, c'est le suivi médical au sens large du salarié. Quelles sont les nouveautés? Alors, première chose qui est également en attente de précision,
Sur les visites de reprise et pré-reprise, donc le législateur a ouvert une brèche, les décrets d'application vont arriver, les nouveaux délais, les nouvelles modalités sur les visites de reprise et pré-reprise obligatoires. Hein, vous avez sans doute en tête que ce soit congé maternité, accident du travail, maladie de longue durée. Quels seront les nouveaux délais pour lesquels la visite sera reprise? On attend les précisions et donc c'est à surveiller. Autre nouveauté dans la loi, et ça c'est intéressant, c'est la création d'un rendez-vous de liaison. Donc un rendez-vous peut être pris par le salarié de sa propre initiative ou par l'employeur pour faire un point avec le médecin du travail. On n'est pas dans les visites qui existent déjà, hein, puisque ça c'est le cas, mais dans des cas bien précis pour les arrêts de travail dites de longue durée, donc dans des pathologies où les arrêts sont longs, plusieurs mois sans pouvoir être en capacité de travailler, le salarié ou son employeur peut penser à solliciter le médecin du travail. C'est un rendez-vous essentiellement administratif hyper intéressant puisque le salarié, à notre sens, va pouvoir se renseigner un petit peu sur une projection d'avenir, hein, sur les perspectives, que ce soit dans une reprise qu'il semble possible ou malheureusement qui ne le soit pas, pour avoir les renseignements, les informations qui peuvent lui manquer. Et de la même façon, le médecin du travail va pouvoir également commencer à envisager les mesures individuelles qui pourraient être prises par l'employeur, préconisées par le médecin du travail, suivant les dispositions légales que vous avez sous les yeux, donc L4624-3 du Code du travail, aménagement, adaptation au poste, ce qui va permettre enfin d'avoir des perspectives peut-être salutaires pour le salarié. Autre date clé et rendez-vous avec le médecin du travail, la visite médicale de mi-carrière. Ça, c'est une nouveauté de la loi qui prévoit maintenant de façon assez formelle qu'un rendez-vous va devoir être pris par l'employeur pour le salarié lorsque celui-ci atteint l'âge de 45 ans, donc bel âge, c'est presque le mien, je me permets d'en profiter. Mais je suis indépendante, donc je ne suis pas forcément concernée. En tous les cas, pour les salariés, et pour parler plus sérieusement, ce rendez-vous va être clé puisque ça va permettre également à un instant T d'une carrière de voir si l'état de santé n'est pas détérioré, si tout va bien par rapport au poste réellement effectué par le salarié. Et là encore, dans le cadre de la prévention, une projection sur éventuellement la perspective d'évolution du poste du salarié avec pourquoi pas des questions qui peuvent être soulevées par ce dernier, par le médecin du travail, et envisager évidemment sereinement une poursuite de carrière, une alerte sur les vieillissements au travail, peut-être les TMS. Enfin, c'est l'objectif en tous les cas de faire un point à un instant T et c'est précieux. Autre également rendez-vous un petit peu dans le même état d'esprit, cette fois-ci en fin de carrière. Donc sur des postes sous surveillance renforcée, on peut penser par exemple au domaine du BTP, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un rendez-vous de fin de carrière qui va là être aussi organisé avant le départ en retraite pour là encore, pareil, faire une fin de carrière plus sereinement et faire un check-up médical à date. Donc ça, c'est intéressant aussi dans le cadre de la prévention primaire. Alors, un point rapide sur la notion de harcèlement sexuel qui a été modifiée par cette loi et d'une manière quand même assez importante. Donc, c'est l'article L1153-1 du Code du travail qui est donc aligné sur l'article 222-33 du Code pénal, hormis sur l'élément intentionnel qui n'est pas repris dans la définition mentionnée dans le Code du travail. Alors le texte actuel, enfin celui qu'on connaît, donc prévoit qu'aucun salarié évidemment ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit, donc c'est une autre catégorie, crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, mais également sont sanctionnés les propos et comportements qui sont assimilés au harcèlement sexuel, constituant toute forme de pression grave, même non répétée. Parce qu'effectivement, quand on entend harcèlement, ça induit nécessairement un effet de répétition, mais le texte déjà existant, qui existait jusqu'à aujourd'hui, prévoyait que même en absence de répétition, il pouvait y avoir un harcèlement sexuel dans le cadre
de propos, de comportements de pression grave exercés sur un salarié avec un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle pour lui-même ou pour un tiers. Alors, l'apport de cette loi, quel est-il? Eh bien, cette loi ajoute les propos sexistes. Donc, sont inclus dans cette définition tout propos sexiste qui sont bien sûr de nature dégradant, humiliant, etc. Donc, c'est les connotations sexuelles ou sexistes venant de plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Donc là aussi, on reprend vraiment la définition du code pénal. Ça signifie que s'il y a un groupe de personnes qui, les unes après les autres, mais de manière indépendante, vont tenir des propos ou adopter un comportement sexiste ou à connotation sexuelle dégradant à l'égard d'un salarié, d'un collègue, le seul fait qu'il y ait d'autres salariés qui adoptent le même comportement ou qui utilisent les mêmes propos va caractériser le harcèlement sexuel. La deuxième partie du texte, lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements successivement venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation entre elles, donc la concertation n'a pas à être démontrée, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Donc, vraiment, la définition s'est fortement élargie. Elle rejoint celle du code pénal, ce qui est logique, puisque très souvent, ça s'accompagne d'une action pénale lorsqu'il y a ce type de difficulté, hormis sur l'élément intentionnel. Car vous le savez peut-être, c'est vrai que la législation pénale, la plupart du temps, demande à ce que l'élément matériel, mais l'élément intentionnel soit démontré. C'est pas le cas dans le code du travail et devant le droit du travail, qui se passe finalement de la démonstration du caractère intentionnel. En d'autres termes, un salarié qui n'a pas conscience de ce que son comportement serait de nature agressive d'un point de vue sexuel, d'après la définition qui est mentionnée là, le seul fait qu'il n'en ait pas conscience ne suffira pas à l'exonérer de sa responsabilité, ou du moins la responsabilité de l'employeur en l'occurrence. Alors, les juridictions prud'homales ne sont pas liées, évidemment, par les décisions rendues par le juge pénal, et on comprend très bien, vu que le niveau d'appréciation n'est pas le même. Donc, en d'autres termes, c'est pas parce que un salarié ou un employeur est relaxé au pénal qu'il va être exonéré devant les juridictions prud'homales. Donc, ce sont deux juridictions indépendantes et deux manières d'analyser le texte de manière distincte. Enfin, un dernier petit point sur cette loi, donc c'est la formation des représentants du personnel, des IRP. Donc, une formation qui va être accrue. Elle existe déjà, cette formation dans les entreprises. À partir du moment où il y a un CSE, à partir du moment où il y a un référent, il doit être formé. La durée minimale va passer donc de 5 jours lors du premier mandat, donc quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, il va falloir bien sûr financer, notamment par les OPCA, le circuit habituel, ces 5 jours de formation. Ça va porter sur tout l'aspect santé, sécurité au travail, santé morale, santé physique, mais également sur les notions de discrimination au sens large, sur le harcèlement sexuel, le harcèlement moral. Ces 5 jours passent à 3 jours par an pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise, et à 5 jours pour les entreprises qui sont dotées d'au moins 300 salariés. Alors, cette formation, elle est nécessaire, indispensable, d'autant plus que la loi a quand même pour objectif d'associer au plus près les représentants du personnel dans l'élaboration, on l'a vu, du document unique de prévention des risques, mais également dans la projection des préventions à mettre en place au sein de l'entreprise. Donc, la formation paraît totalement logique et indispensable. Nous en avons terminé pour ce bref petit exposé. Merci Florence et Diane pour cette présentation des nouveautés sur la loi. Alors, nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses.